et bienvenue dans un nouveau vlog littéraire / culturel. Je ne sais pas encore ce que je veux intégrer à cette vidéo, mais j'espère que ça va être enrichissant et divertissant pour vous. À l'heure où je tourne cette introduction, nous sommes le vendredi 24 octobre, il est 10h51. Et je ne sais pas sur quelle thématique je veux baser ce vlog là. Vous saurez parce que vous avez l'intitulé sous les yeux, mais j'hésite. En fait, je suis dans le mood de faire un challenge de lecture sur un temps restreint. C'est-à-dire, par exemple, comme je crois Lily Bookin, c'était elle qui avait organisé ce challenge-là. J'ai jamais pu le faire parce que quand elle le faisait, j'avais pas encore ma chaîne YouTube et ça me donnait trop envie de me filmer moi en train de le faire. Le principe, c'est de lire de vendredi soir à dimanche soir au moins 10 000 pages. Donc ça pourrait être un challenge pour le week-end qui se profile là. Alors en fait, je vous expose mon dilemme. De base, je voulais faire un vlog lecture sur Le Petit Copain, uniquement de Donna Tartt, publié ici chez Pocket, parce que ce livre constitue un challenge pour moi. Connaissant la plume de Donna Tartt, c'est assez contemplatif et sur une telle densité narrative, j'aurais pu risquer de ramer, même d'abandonner ma lecture, et donc je voulais une vidéo pour me booster et pour que je puisse commenter mon avancée, ma progression dans cette histoire-là, qui m'a l'air assez riche et assez intéressante si on arrive à rester immergé. Il fait 850 pages et donc comme je suis dans le mood de me lancer un challenge de lecture sur un temps restreint, je voulais le faire avec Le Petit Copain. Le truc c'est que bouffer et me forcer à bouffer 850 pages du Petit Copain pourrait peut-être rendre ma lecture indigeste et ça pourrait peut-être m'empêcher de profiter à fond de la lecture et de vraiment la savourer au lieu de me forcer. J'aimerais bien combiner ces lectures avec d'autres livres. Notamment, je viens d'apprendre sur la chaîne de Picty Booking qu'il y a le nouveau livre de Donato Carisi qui vient de sortir, La Maison des Silences, chez Calman Levy. Vraiment, cet auteur, dès qu'il sort un livre, il faut vraiment que je me jette dessus directement. Même si les derniers romans de lui ont constitué une certaine déception pour moi, c'est pas vraiment les meilleurs livres que j'ai lus de lui malheureusement, mais je ressens quand même une certaine addiction vis-à-vis de son œuvre en général, donc j'aimerais bien intégrer ce livre. Je sais pas, peut-être qu'on va rester sur le vlog challenge week-end à 1000, voilà, pour tout en citant Lily Bookin et en la remerciant pour ce challenge. J'espère vraiment que c'est elle qui a créé le challenge parce que quand je la suis sur Instagram, je voyais... attends, je la suis encore normalement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ses posts. J'espère qu'elle va bien. C'était elle qui organisait, qui faisait la grille des week-ends amis. J'espère que je cite bien la bonne personne et que c'est pas un manque de respect de ma part de faire ce challenge-là alors qu'elle a pas organisé concrètement sur ce week-end. Voilà, je suis désolée si c'est le cas. On verra. Mais donc, entre Donna Tartt et Donato Carisi, c'est marrant, Donna Tartt, Donato Carisi, c'est assez mélodieux en combinant les deux. Bref, ça me fait à peu près 1000 pages parce que La Maison des Silences, je ne me suis pas encore renseignée, mais je pense que comme les autres livres de l'auteur, ça fait entre 200 et 300 pages. Là, il fait 850 pages et donc ça fait déjà 1000 pages. Le truc, c'est que j'ai peur que ce soit trop lourd pour moi à lire. Donc je vais essayer de combiner avec des lectures un peu plus faciles entre guillemets, peut-être un manga, voilà, ça augmente le nombre de pages lues assez facilement. Ici c'est Barakamon, le tome 19 de Satsuki Yoshino, publié chez Kion. Alors ce manga constitue également un tourment personnel puisque c'est le dernier tome d'une de mes sagas préférées, Ever de chez Ever. J'ai pas envie de quitter l'univers aussitôt. Donc à chaque fois je repousse, je retarde, je mets dans des pales et à chaque fois je trouve un prétexte pour quand même le retarder et rester dans le déni du fait de devoir dire adieu au personnage. Mais en même temps ça constitue un bon paquet de pages tout à fait alléchant pour m'avancer dans ce challenge. Sinon peut-être en fiction comme ici Imparfaite de Ludivine Gaillard, publié chez First Editions. Depuis le jour où j'ai mis la main sur ce bouquin, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le savourer. Ça parle de la représentation artistique des femmes dans les peintures au cours de l'histoire, comment elles sont représentées, comment elles sont perçues. Ça a l'air mais tellement enrichissant, wow, c'est trop beau. En plus c'est tellement bien illustré, donc j'aurai plein de nouvelles références artistiques parce que ma culture est vraiment à péter. Donc voilà, je me dis lire quelques pages de ça, ça peut aussi m'aider à atteindre les 1000 pages, voilà. Donc je pense que je vais commencer ce soir. Là je vais aller à Lyon. J'aimerais bien me promener, trouver de nouvelles librairies à visiter, il y en a pas mal. Et à partir de demain, je m'enferme et je lis. Le Petit Copain, vraiment je redoute, hein. Mais en même temps il me donne envie, mais j'espère que j'ai autant accroché qu'au Maître des Illusions.
cause de mon pèlerinage littéraire pour chercher des prunes séchées. C'est un truc vietnamien asiatique. Et du coup là je suis dans une épicerie asiatique. Mais comme c'est de l'export, bah, ça coûte trop cher. Donc j'ai trouvé les prunes séchées que je voulais. Yeah, on dirait pas trop que c'est super bon. Mais c'est un acide et tout, et du coup c'est super bon. Et je sais pas comment expliquer parce que je suis timide à l'idée de parler dans la rue comme ça. Je suis rentrée, on est le soir, il est 19h22 et j'ai pas lu une page de la journée. De toute façon, il faut que je commence vendredi soir, là, maintenant, sinon c'est de la triche, parce que sinon c'est sur un week-end. Donc je suis dans les temps, là je vais commencer à lire après avoir pris ma douche. Le truc c'est que je suis crevée parce que j'ai marché plus que ce que je pensais, j'ai dépensé plus d'énergie que ce que je pensais puisque j'ai fait 5 librairies. Et c'était trop bien parce que j'ai découvert de nouvelles librairies, notamment au Grimoire Romantique et Black Spell, qui m'ont vraiment agréablement surprise par le fait que même si ce sont des librairies qui sont centrées autour de la romance, et moi c'est un genre auquel j'adhère très difficilement, bah malgré tout j'ai bien aimé l'authenticité, la personnalité qui ressortait des librairies, et surtout j'aimais beaucoup comment elles mettaient en avant les petits créatrices. Il y avait plein de goodies qui étaient franchement magnifiques, enfin waouh, juste waouh. Donc franchement j'ai passé un bon moment de visite. Donc maintenant, je sais pas si je commence le petit copain, puisque je suis fatiguée. Je pense que je vais essayer. Et ensuite j'entamerai Donato Carissimi, la Maison des Silences, parce que c'est plus facile à lire. Pour ce soir, j'aimerais bien atteindre les 100 pages. Les 150, ce serait bien, comme ça je prends de l'avance par rapport aux 2 jours qui s'annoncent assez riches en termes de lecture. Et puis en plus, pendant ce week-end-là, je voudrais faire d'autres choses. Donc voilà, je vais prendre de l'avance. Et franchement, c'était vraiment une belle journée de visite, de librairie. Voilà, je vous laisse. Et je vous retrouve pour le premier bilan. Hey, on est le lendemain, le samedi 25 octobre. Et je n'ai pas la peau grasse, c'est juste que je viens de me faire ma skincare et du coup ça brille à cause des masques que je me suis fait. Il est 9h17 et donc je vais essayer de lire, pas toute la journée parce qu'il faut que je fasse d'autres choses, mais je vais en tout cas lire une bonne partie de la matinée, peut-être même toute la matinée. Et ensuite, l'après-midi, on verra. Hier, j'ai bien avancé. J'ai pas atteint les 150 pages que je m'étais fixée. J'ai lu 58 pages et demie de Petit Copain, parce que du coup je me suis arrêtée à la page 59 mais au milieu. Et j'ai lu 65 pages en e-book de La Maison des Silences de Donato Carissimi, ce qui me fait un total de 123 et demi de pages. C'est pas dégueu, du coup là je sais, j'ai fait me faire le calcul. Je sais pas combien de pages il me reste à faire ce week-end, mais je pense que ça correspond quand même à un bon paquet. Donc sans plus tarder, je vais aller prendre mon petit déjeuner et je vais me mettre à lire. Franchement, pour l'instant, j'aime bien La Maison des Silences. J'aime bien également Le Petit Copain, même si j'en ai lu très peu, mais la plume est beaucoup plus fluide que ce à quoi je m'attendais, dans le sens où vraiment pour l'instant c'est un langage qui est assez courant avec de très très belles tournures de phrases. C'est vraiment super bien écrit. Bref, voilà, ça mélange des deux et ça fait que c'est hyper agréable à lire. J'espère que mon intérêt pour ces livres-là restera constant au cours de ce vlog. Voilà, je vous laisse et à toutes. Je vous reprends très vite, je suis en pleine lecture dans Le Petit Copain et ça se lit vachement bien, j'aime trop pour l'instant. Il y a plein de trucs qui m'intriguent et tout, notamment j'aime beaucoup l'héroïne. Une des héroïnes, c'est Harriet, c'est la plus petite de la famille qu'on suit. Elle, au moment où son frère est décédé, elle avait à peine quelques mois et donc là on la retrouve 12 ans plus tard, où elle est devenue une jeune fille qui est hyper vive, qui est très franche, très directe, et du coup c'est assez déroutant et même vexant par moments, mais je trouve que c'est un peu une queen un peu. Elle a une relation très particulière avec son frère qui est décédé puisqu'elle l'a pratiquement jamais connu, mais elle éprouve une certaine fascination, un certain manque de lui, et
elle veut découvrir les circonstances autour de sa mort. Ça m'intrigue et je suis grave hypée parce qu'elle a l'air super intelligente. Pour l'instant j'aime bien. C'est très lent par contre, il y a beaucoup de détails. On développe beaucoup le background de la famille, chaque personnage, comment il fonctionne. Mais pour l'instant ça me dérange pas parce que c'est bien écrit, c'est super bien écrit. Donc voilà. On est l'après-midi, il est 14h06 et je suis toujours en pyjama puisque je passe mon temps à lire. Donc je reviens pour faire un premier petit vrai bilan du petit copain de Donna Tartt. J'ai enfin lu les 2 premiers chapitres. Alors ça ne semble pas beaucoup, mais en fait il faut savoir que chaque chapitre ici fait entre 50 et plus de 100 pages. Donc ça renforce encore plus cette impression de lenteur et de contemplation. Enfin voilà, tu sens qu'on pose beaucoup les bases et que ça prend beaucoup son temps. Et également j'ai l'impression, enfin j'en suis convaincue, que mon rythme de lecture s'est drastiquement réduit ces dernières années, puisque avant il me fallait seulement 1 heure pour lire 100 pages, alors que là j'ai besoin de 2 heures pour 100 pages. Après ça dépend des romans évidemment, mais là il m'a fallu plus de 2 heures pour atteindre 100 pages de lu aujourd'hui. Et c'est notamment à cause de mon attention accrue sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon téléphone, et donc forcément ça va impacter ma concentration. Donc voilà, je vais essayer de travailler dessus parce qu'avant je pouvais lire tellement plus vite et là je me fatigue plus vite. Aujourd'hui là j'ai lu 160 pages et donc j'ai atteint au total 284 pages de lu. Sur 1000 pages, bon c'est pas gagné. Sachant que là je vais écarter le manga du challenge parce que je trouve que c'est une lecture un peu trop facile pour gagner des points, et surtout comme je vous l'ai dit, j'ai envie de repousser le plus possible la fin de cette saga et les adieux aux personnages le plus loin possible de moi, quoi. Pour résumer plus concrètement, on va suivre une famille qui a subi une tragédie atroce avec le décès et le meurtre même d'un enfant qui a été retrouvé pendu à l'arbre de la maison familiale. 12 ans plus tard, on n'a toujours pas d'indice, on n'a toujours aucune piste, on ne sait toujours pas qui pourrait être le coupable. Donc on va suivre Harriet, qui est l'héroïne et qui est la petite sœur du garçon qui est décédé. Elle n'a pas forcément connu ce frère-là, puisqu'elle était un nourrisson à ce moment-là, mais elle va essayer de déterrer un peu les secrets et de se rapprocher de la vérité. C'est assez intriguant parce que t'as l'impression que c'est plus pour l'instant un récit sur la manière dont les gens gèrent leur deuil plutôt qu'une véritable enquête, parce que hormis Harriet, hormis l'héroïne, il n'y a personne qui est impliqué tant. Au contraire, tout le monde semble se museler, tout le monde semble vouloir garder le silence sur ce qui a été commis. Elles sont pas forcément, je dis elles parce que c'est surtout en fait c'est que des femmes dans la famille, elles veulent pas se prononcer dessus, elles veulent pas forcément trouver le coupable, et donc c'est assez intriguant, c'est assez curieux parce que c'est comme ça, elle n'était pas en quête de vérité. Et c'est ça qui crée une atmosphère trompeuse, assez nébuleuse, c'est qu'elle semble se cantonner à une vérité factice, à une vérité imaginée, fantasmée par elle. Et donc elle semble préférer préserver la mémoire du garçon quand il était vivant, avec sa personnalité, sa joie de vivre et tout, plutôt que se concentrer sur les circonstances de sa mort, comme si ça pouvait bafouer sa mémoire. Du coup, tu te dis peut-être qu'elle fuit la réalité, la vérité sur sa mort parce qu'elles ont quelque chose à se reprocher et que ce qui a mené à sa mort, c'est un secret qui est au sein de la famille. Et voilà, donc je me pose des questions et la seule qui est en quête de la vérité, c'est donc l'héroïne. C'est hyper frustrant parce que quand elle interroge les gens, ils ne veulent rien dire, elle ne prennent pas au sérieux. C'est vraiment une habitude de cette famille-là de sublimer les souvenirs, de se réapproprier une réalité pour la modeler en quelque chose d'épique dans leur histoire familiale. Donc je me dis, est-ce que ça va montrer que à la fin, on va pas forcément accéder à la vérité, on va être enfermé en fait avec les mensonges, avec la poétisation des drames qui ont traversé cette famille. La manière dont ça parle de la mort, je trouve que c'est très humain et c'est vraiment très juste, la manière dont ça peut montrer comment les gens sont en deuil, et surtout au niveau de Harriet, le fait qu'elle est dans une position particulière parce qu'elle n'a jamais véritablement connu son frère, elle n'a pas forcément de souvenirs liés à lui, mais elle ressent ce manque de lui, le fait qu'elle désire sa compagnie et qu'elle désire le connaître, et je trouve que ça rend quelque chose d'assez poignant, le fait qu'elle ne l'a jamais rencontré en tant que personne, mais elle le voit à travers des images sanctifiées de lui, parce que du coup il est vraiment fantasmé, il est vraiment poétisé dans les récits des gens qui ont côtoyé, il a été sacralisé en quelque sorte. Du coup ça crée un certain décalage, et le fait que Harriet, ouais c'est vrai que c'est ironique parce que
Du coup, les gens ont connu ce garçon, mais s'enferment un peu dans un bourbier mensonger, dans une sorte de fantasme de lui quand il était encore vivant. Alors que Harriet, elle a jamais connu, mais elle veut accéder à la vérité. Et elle veut pas forcément le sacraliser comme les autres le font, mais elle veut l'atteindre lui en tant qu'être vivant. C'est vrai que c'est ironique quand même. Voilà, bref, ça m'est venu comme ça. Là, on a une piste, mais c'est une piste trop évidente, c'est trop obvious, et en plus il reste 600 pages, donc c'est sûr que c'est pas ça. Parfois je m'interroge, et parfois je sais pas, parce que je sais pas, je m'interroge. Il me reste tout ça. Là je suis à la page 219 sur 850 pages. L'idéal serait que ce soir, j'atteigne les 400 pages. Oh, ça va être long, hein. J'aimerais bien lire le Donato Carissé aussi, parce que lui il est vachement intéressant également. Donc je verrai. Dans tous les cas, je pense que ce vlog il va s'arrêter quand j'aurai fini le Psychopathe, même si c'est au-delà du week-end, parce que j'aimerais bien prendre le temps quand même de faire un bilan complet du Petit Copain et de pas m'arrêter en cours de route parce que ce serait trop frustrant. Voilà, j'arrête de parler et là je vais soit me faire autre chose, soit lire, on verra. Je reprends très rapidement, on est le soir, il est 19h35 et je pense que je vais finir ce soir La Maison des Silences, ça c'est vraiment mon but d'aujourd'hui. Et je voulais juste faire un petit update avant de finir complètement le roman. C'est trop bizarre et c'est ça qui coince pour moi avec les récents romans de l'auteur, c'est que on joue pas mal avec le mysticisme dans le sens où on est dans un thriller où les indices qui sont distillés au fur et à mesure du récit, ça sort un peu des carcans, du pragmatisme, de la réalité pour vraiment se frotter à quelque chose de plus inaccessible, de plus surnaturel, parce qu'en gros en fait on suit un personnage principal qui est hypnotiseur et du coup il va explorer la psyché de ses patients et donc on voit à quel point la psyché, à quel point notre inconscient peut recéler des choses qui nous semblent formidables. Mais dans un thriller, en fait j'aime bien qu'un thriller soit vraiment pragmatique et là je sais pas où l'auteur veut nous mener. Est-ce qu'à la fin on aura une explication qui est plus de l'ordre du réalisme, du pragmatisme, ou alors ce sera quelque chose qui va flirter un peu avec le mysticisme, je sais pas. Et j'ai du mal à vraiment y croire. Enfin, pareil, le héros il est également cartésien, mais là il y a des choses en rapport avec l'au-delà. Enfin, genre c'est un truc que déjà j'ai du mal à y croire vraiment dans la vraie vie, même si parfois j'y crois, parfois j'y crois pas trop. C'est compliqué, mais dans un thriller j'aime bien quand c'est vraiment ancré dans la réalité, parce que j'ai envie de me confronter à des choses morbides de la réalité. Après le dénouement ce sera sans aucun doute un truc hyper psychologique, et ça on peut pas l'enlever à Donato Carissé parce qu'il arrive vraiment à bien exploiter, à bien nous analyser la psychologie humaine, mais j'ai peur que parfois il aille trop loin et que ça passe de l'autre côté, un truc un peu plus surréaliste quoi. Donc je sais pas, on verra, enfin je verrai ce soir. Il est bientôt 22h, dans 15 secondes, et je suis allongée, donc désolée pour l'angle bizarre. Mais j'ai fini La Maison des Silences de Donato Carissé. Je vous ferai un bilan demain quand je serai levée parce que c'est plus pratique. Et là, pendant 1h30, je vais essayer d'avancer un max malgré le fait que ça demande quand même pas mal de concentration parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est assez dense en informations. Donc voilà, je sais pas trop si je vais réussir à être endurante sur ce dernier parcours d'aujourd'hui. Mais par rapport au nombre de pages que j'ai lues en tout entre hier et aujourd'hui, on avoisine les 480 pages. Là, je vais avancer un peu histoire d'atteindre les 500 pages. Et comme ça, demain sera la dernière ligne droite. Et 500 pages en un jour, ça va être compliqué. Donc je vais essayer d'avancer un maximum ici. Et voilà, salut. Hey, je retrouve, on est le lendemain, le dimanche 26 octobre, il est 9h40. Et déjà je suis trop contente parce qu'aujourd'hui sort ma vidéo préférée de tous les temps sur ma chaîne. C'est un vlog slash lecture commune que j'ai fait sur mon expérience de lecture sur le tome 4 de Nevermore. Le bémol c'est que pas tout le monde pourra visionner cette vidéo parce que c'est spoilant. Et le tome 4 n'est toujours pas encore annoncé en France, donc voilà, c'est surtout un délire pour moi pour l'instant. Mais je suis trop contente, c'est comme si c'était un peu un jour de célébration alors que genre il y aura peut-être une dizaine au grand max de vues. C'était juste un peu pour fêter ce petit événement dont tout le monde s'en tape.
à part moi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, recentrons-nous sur le sujet. Hier, donc, je vous ai dit, j'ai fini La Maison des Silences de Donato Carrisi. Est-ce que ça vous va, même si vous pouvez pas me répondre maintenant, mais est-ce que ça vous va si j'attends la fin de la vidéo pour vous faire un bilan général sur les deux lectures? Parce que là je suis pas trop posée, j'ai la flemme de blablater alors que je peux continuer à lire parce que j'ai pas d'avance hein, sur le petit copain, je suis un peu dans la mouise pour le finir aujourd'hui. Hier j'ai atteint les 300 pages. En vrai, ce qui est pas dégueu, hier j'ai calculé, j'ai lu en tout 428 pages avec La Maison des Silences pardon, et Le Petit Copain. Ce qui n'est pas dégueu en une journée, ce qui est franchement pas dégueu. Hein. Franchement, je peux être fière de moi, surtout pour des romans, quoi, tu vois. Même si La Maison des Silences, c'est un thriller qui, voilà, il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus dynamique que Le Petit Copain. Mais du Petit Copain, hier, j'ai lu de la page 59 à 300. Donc j'ai lu pas mal de pages également, donc je peux être contente de moi. En tout, là, jusqu'à maintenant, j'ai lu 552 pages, ce qui est pas mal. Donc aujourd'hui, il me reste... Il me reste 448 pages à lire. En vrai, ça peut le faire. Le truc, c'est que pour Le Petit Copain, je crois que c'est mort hein, pour le finir aujourd'hui. Parce que du coup, il me reste... Ah putain, les maths. Il me reste 550 pages. Ça va être compliqué, donc je pense que je vais me lancer le challenge de le finir demain et d'avancer ici un maximum. Et puis quand je me fatiguerai, parce qu'en vrai il est assez fatigant Le Petit Copain, je compenserai avec Imparfaite. Parce que ouais, parfois je rame parce que on va dans des divagations dans lesquelles voilà, je me retrouve pas forcément, j'ai l'impression d'être embourbée dedans sans que ce soit forcément utile. Donc voilà, ça me fatigue un peu plus. Là ce matin je vais encore une fois de plus passer la matinée à lire, il est 9h44. Je me vise l'objectif de lire comme il me faut 2 heures pour 100 pages, ouais, d'atteindre les 450 pages. Et après, cet après-midi, on avisera, parce que l'après-midi, je fatigue plus vite. Let's go! Je vous retrouve, il est 11h43 et j'ai atteint les 400 pages du Petit Copain. Le truc, c'est que... En fait, il y a pas mal de divagations qui nous éloigne du noyau narratif de base qui est donc le décès d'un enfant et le fait que j'ai envie de connaître les circonstances autour de son meurtre. On s'éloigne tellement parfois parce qu'on apprend à connaître d'autres personnages, on creuse d'autres familles, mais je me dis est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et donc mon intérêt s'étiole en fait parce que je suis contente d'avoir atteint les 400 pages. Mais en fait, je suis même pas à la moitié parce qu'il me reste plus de 400 pages encore à lire. Et j'espère vraiment que dans la deuxième partie, ça va s'accélérer. Enfin, parfois, il y a souvent des moments où j'ai l'impression que ça va redynamiser le rythme de l'histoire, que voilà, on redémarre de nouveau et de nouveau, ça stagne. C'est hyper frustrant et là, je lis sans vraiment être immergée à 100%. C'est lassant, c'est épuisant parce que... Bah, c'est un peu une épreuve d'endurance également parce que c'est gros quoi et puis c'est pas mal dense en termes de l'histoire, au niveau de l'histoire. On s'intéresse à plein de personnages mais il n'y a pas vraiment d'attachement. Voilà, donc j'espère vraiment que pour la suite ça va aller quoi. Je vous retrouve, on est le soir, il est 17h06. J'ai fait d'autres choses au lieu de lire. Pour Le Petit Copain, je suis à la page 521. Je vais essayer d'atteindre les 600 pages pour ce soir et donc je n'aurai pas rempli mon objectif de le lire en un week-end parce qu'en fait c'est pas possible parce que j'ai pas envie de me forcer. Je sens que parfois j'ai des problèmes de concentration parce que bah, d'une part je suis pas assez immergée, d'autre part parce que je sais pas, je suis distraite, là c'est l'après-midi. J'ai pas fait ma sieste, du coup je suis fatiguée. Au lieu de ça, j'ai fait du montage, j'ai avancé dans mes vidéos. J'ai la flemme de reprendre Le Petit Copain, donc je vais lire un bout de Imparfaite. J'ai hâte, voilà. Je pense que je vais lire une petite partie et puis je vous dirai genre si c'est bien clair, si c'est passionnant. Enfin, je pense que c'est passionnant, en fait, j'ai aucun doute là-dessus. Ça parle de la représentation de la femme dans l'art occidental entre fantasme et domination masculine. Ça a l'air trop cool. Juste
une petite review très rapidos dans ma lecture de Imparfaite. C'est passionnant, c'est trop enrichissant, c'est super cool. Le truc c'est que j'ai la nausée face aux hommes. Les hommes me dégoûtent à un point. Ils ont une capacité à tout sexualiser sous couvert que c'est de l'art. Pardon, mon ventre gargouille. Il y a plein d'exemples concrets. C'est vrai que sans m'en rendre compte, on baigne dans une histoire de l'art qui est dominée par des représentations de femmes sous le male gaze. Et moi, j'en avais pas forcément pris conscience. Et parce que j'avais tellement normalisé, je me disais que ouais, c'est de l'art. Mais en fait, à travers le regard d'une spécialiste en art, tu te rends compte que non, c'est pas normal et qu'en fait ça cache certaines dérives et ça offre des opportunités aux mecs, à ces artistes masculins de se complaire dans leur perversion et dans leur fétichisation de la femme, du corps de la femme. Et ça me dégoûte. Genre, oh voilà, c'est tout. Je voulais juste vous partager mon dégoût. J'aime bien parce que je sens que dans l'ouvrage, elle va aborder un pan qui est intersectionnelle dans sa perspective féministe. Hey, je vous retrouve, on est le mercredi 29 octobre. Oui, on a fait un grand bond dans le futur parce que j'ai eu la flemme de prendre ma caméra pour vous faire le bilan du dimanche soir et le bilan du week-end dès le lendemain. Et ça me porte préjudice puisque là, maintenant, je ne suis plus très sûre du nombre de pages que j'ai lues dimanche. Alors que c'est tout simplement le but de la vidéo, c'est de compter le nombre de pages quotidiennement. Ouais, mais je peux quand même vous proposer une approximation et promis, je n'ai pas triché. Dimanche, dans mes souvenirs, j'ai lu Du Petit Copain. J'avais lu jusqu'à la page 603. Ensuite, j'avais complété avec 106 pages de Imparfaite, ce qui me fait un total dimanche de 410 pages, ce qui n'est pas dégueu. Et donc pour le bilan final de tout le week-end, du vendredi soir à dimanche soir, on a les 252 pages de l'intégrale de la Maison des Silences, on a les 603 pages du Petit Copain et les 106 pages de Imparfaite, ce qui nous fait un total de 961 pages sur 1000. Alors certes, j'ai fail le challenge, mais ça représente quand même un bon pactole. Je suis plutôt contente de moi, surtout que voilà, c'était avec une lecture assez dense, assez exigeante comme Le Petit Copain. 961 pages, c'est vraiment pas dégueu pour un week-end, enfin surtout que ça a été assez enrichissant, diversifié en termes de lecture. Et je me dis ouais, si j'avais lu le manga, je l'aurais atteint ces 1000 pages, mais j'aime pas trop la facilité. Après, dedans, j'avoue, il y avait pas mal de pages avec des illustrations et tout, tu vois. Mais ça me prenait du temps de lecture parce que je surlignais pas mal. C'était super intéressant, du coup je prenais vraiment mon temps pour m'imprégner des illustrations, voir en écho avec l'analyse du texte et tout. Donc voilà, ça a pris quand même pas mal de temps. J'essaie de me justifier. Mais je vous jure, les 961 pages, je les ai gagnées à la sueur de mon front et surtout de mon cerveau. Pour un bilan plus précis de chacune des lectures, pour La Maison des Silences de Donato Carrisi, on va suivre un hypnotiseur d'enfants. C'est un personnage principal qu'on a suivi au fur et à mesure de d'autres tomes précédents. Puisque en fait ça s'inscrit dans une saga de tomes individuels, même si c'est bien de lire les autres tomes pour avoir des éléments plus concrets du background du personnage principal, parce que c'est assez intéressant. Cet hypnotiseur d'enfants va recevoir un cas assez particulier. Sont deux parents qui racontent que leur fils voit constamment dans ses rêves une femme avec de longs cheveux noirs, avec une robe en noir, qui le fixe, qui ne dit rien. Et c'est assez intriguant parce que c'est une femme qui leur est inconnue dans la vie de tous les jours. Et petit à petit, ça va provoquer de grosses crises de panique à l'enfant quand il se réveille, il refuse de s'endormir de peur de la revoir. Et donc l'hypnotiseur d'enfant va essayer de pénétrer dans ses rêves, dans les rêves de l'enfant pour voir d'où vient cette femme, qu'est-ce qu'elle veut à cet enfant. Et voilà, ça a l'air assez limite surnaturel, très psychique, très mystique, dit comme ça. Comme j'avais dit, c'était ce qui m'avait rendu assez sceptique parce que j'étais assez dubitative, parce que plus on avance et plus on avait des mystères qui s'accumulaient. Je me disais mais en fait on est en train de s'empêtrer dans quelque chose de surnaturel. J'avais peur qu'on ne retrouve pas la patte réaliste de l'auteur, parce que vraiment ce qui me captive dans ces récits, même si
les dénouements peuvent me décevoir parfois, c'est que j'aime trop comment il décline la psychologie des personnages, et notamment que ce soit des mécanismes de défense liés au trauma. Oh, waouh, par exemple dans le chuchoteur, ça a été mon premier coup de cœur, mon premier véritable bouleversement avec l'auteur, c'était incroyable. Comment il arrive à nous immerger dans la psychologie des tueurs en série. Vraiment, il y a quelque chose de visqueux, de viscéral. À la fin, il précise qu'elle a écrit ses ouvrages avec l'aide de véritables hypnotiseurs. Donc je me dis que oui, enfin, c'est sûrement réaliste dans les pratiques, mais j'arrive pas trop à dégager la part de fictionnalisation dans ces romans. Donc parfois je sais pas ce qui est vrai ou pas, parce que parfois ça m'a l'air tellement dingue, en fait j'arrive pas à me représenter, je suis quelqu'un peut-être de trop cartésienne, et du coup j'arrive pas à me représenter ce qu'on peut déduire à partir de la psyché, à partir des rêves. Je sais pas, parfois je suis peut-être un peu trop pragmatique, je sais pas. Parfois j'étais un peu sceptique. Le dénouement, je vous dirais pas si c'est d'ordre surnaturel ou pas, c'était pas un dénouement qui m'a hyper satisfait. En fait c'était satisfaisant, c'était compréhensible, j'étais en mode ok, d'accord, je comprends. Mais c'est pas ce genre de bouleversement où t'es en mode waouh, mais incroyable. J'étais ouais, ok, d'accord, je comprends. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'indices pour moi au fur et à mesure du thriller, et du coup c'était pas assez satisfaisant pour moi pour les lier avec ces indices-là. Ça reste une lecture hyper addictive. Tu voulais constamment connaître la suite, tu te posais quand même pas mal de questions, et franchement c'était quand même efficace. Pour le petit copain, c'était beaucoup plus lent, et même si au début on pense qu'on va suivre Harriet, l'héroïne, sur les traces de son frère décédé, sur comment il a été décédé, wow, comment il a été tué, qui l'a tué. C'est beaucoup moins le propos du livre que le destin d'enfants dans cette ville où ils sont confrontés à la cruauté des adultes, au monde impitoyable des adultes. Déjà dans le cercle familial, le fait que par exemple Harriet, elle est complètement négligée par sa mère qui est complètement renfermée dans son deuil, qui n'a jamais surmonté le traumatisme de son enfant décédé. Il y avait des moments assez poignants, assez amers entre Harriet et sa mère, où parfois sa mère fait des efforts, mais il y a un décalage entre Harriet et sa mère, parce que Harriet n'est plus sur la même longueur d'onde que sa mère, elle a des attentes, mais Harriet, elle a appris, elle a été forcée à vivre comme une petite fille indépendante, et donc quand sa mère se comporte de manière maternelle, ça crée quelque chose de distordu dans leur relation, quelque chose de pas naturel, et du coup c'est très amer, et j'aimais bien quand c'était retranscrit, et vraiment la psychologie, les nuances dans les relations entre les personnages, ça franchement c'était juste, c'était très fin, notamment dans cette relation très dure, très difficile, très complexe avec leur passé, parce que du coup on a une famille qui ressasse parfois la vie de cet enfant perdu. La nostalgie qui en ressort, je trouve que c'était décrit avec précision, parce qu'en fait les jeunes, ils vont également se confronter à la rupture, que ce soit sous forme de mort ou d'abandon ou de séparation avec des proches, et donc ils vont être dans ce processus également de deuil, ils vont être confrontés à la mort, à la mélancolie, à la nostalgie des choses perdues. Et Donna Tartt, elle décrit superbement bien ces sensations perdues, cette langueur, ce manque. La façon dont elle décrit la nostalgie, c'est vraiment très précis, c'est palpable, c'est concret, et tu peux te projeter, tu peux t'immerger, t'identifier dans ces descriptions. Et vraiment, j'aurais pu tellement mieux apprécier ce récit, parce que j'ai vraiment aimé suivre Harriet. Je trouve que c'est une héroïne qui est tellement chouette à suivre. Elle est toute jeune, mais elle est vive, elle est intelligente, mais il y a des moments où tu vois ses blessures, où il y a des moments plus de vulnérabilité très touchants, où tu te rappelles en fait que c'est qu'une petite fille qui a besoin de socle solide pour son épanouissement, pour voilà, s'affirmer, pour s'épanouir, et ce sont des socles qui sont branlants, parce que voilà, c'est un système familial qui a ses failles, qui a ses souffrances, qui se répercutent dans le développement de Harriet. Mais le truc, c'est que ces moments touchants, c'est noyé sous des moments plus secondaires, où tu t'intéresses à d'autres familles, tu t'intéresses à un cartel de drogue ou je sais pas quoi, et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Les histoires de drogue et tout, ça ne m'a jamais vraiment intéressée dans les fictions, et surtout là, je voulais vraiment m'attacher humainement au personnage, et du coup, le fait qu'on s'intéresse à d'autres familles qui sont moins attachantes, même si c'est intéressant de voir leur fonctionnement, mais je sais pas, j'ai pas forcément plus aimé que ça, et du coup ça m'a fatiguée beaucoup trop pour vraiment m'imprégner
de la psychologie et de ce que subissait, de ce que vivait Harriet. C'est trop dommage parce que ça me lassait pour des moments où ça m'aurait vraiment impacté s'il n'y avait pas ce genre de longueur, quoi. Pour le dénouement, alors vraiment ça pourrait être très frustrant pour vous si vous attendez à une véritable enquête, mais ça rentre en parfaite cohérence avec la proposition narrative. Plus tu avances et plus tu oublies un peu l'enquête. C'est surtout une histoire amère, avec pas mal de drames, avec pas mal de tragédies, où tu vois des enfants qui sont confrontés au monde adulte. C'est un peu comme une sorte de quête initiatique ou une sorte de passage, de transition progressive au monde adulte, où ils doivent se détacher de certaines choses, de certains repères de leur enfance. Ils sont confrontés à des questions qui n'ont pas forcément de réponse satisfaisante, où ils font face également à des adultes qui ne les prennent pas forcément au sérieux, qui ne sont pas forcément à l'écoute, qui relativisent sur ce qu'ils peuvent vivre. Ça crée quelque chose de poignant. Ce sont également des histoires de famille, parce que du coup tu suis la famille d'Harriet, tu vois comment elle fonctionne, tu vois également une autre famille, et brièvement une autre famille également. Donc on peut également comparer, on peut voir ce que ça en ressort. Après ça, je pense qu'il faudrait une étude, une analyse approfondie sur ce thème-là dans ce récit. Aussi l'ambiguïté du titre Le Petit Copain. Pendant tout le long, tu sais, tu te poses des questions, tu te dis c'est qui le petit copain? Et moi je me disais bah c'est Robin, c'est l'enfant qui est décédé, qui sert un peu de compagnon fantôme à Harriet. Mais plus t'avances, c'est plus compliqué que ça. Et j'avoue que ce twist-là, il était pas mal fait. Franchement, il était plutôt cool. Je vous le conseille, mais c'est lent, c'est très contemplatif, il y a pas mal de longueur, mais en même temps c'est superbement bien écrit. Vraiment la plume de Donna Tartt, elle est vraiment belle. C'est juste qu'il y avait des pans de l'histoire avec lesquels j'arrivais pas trop à accrocher. Mais heureusement que je l'ai intégré à ce genre de challenge parce que ça m'a motivée pour le continuer. Sinon je pense que j'aurais mis de côté, j'aurais fait pause et j'aurais dû recommencer dès le début des années plus tard si j'avais eu envie de le reprendre. Du coup là c'est déjà une bonne chose de faite. Je suis contente, c'est vraiment un accomplissement pour moi parce que c'est un livre qui m'intimidait, qui me donnait envie en même temps, et je voulais renouer avec la plume de Donna Tartt, et donc c'est fait. Et enfin pour Imparfaite de Ludivine Guillard, franchement j'ai adoré, enfin j'adore toujours parce que je suis en train de lire, de continuer. C'est c'est passionnant. En fait ce que j'aime bien c'est que tu sens la personnalité mordante de l'autrice, le fait qu'elle est révulsée, qu'elle est révoltée par plein de choses dans ce qu'elle raconte, mais ça reste professionnel, ça reste très spécialiste. Elle nous propose plein d'analyses hyper intéressantes. Le fait de découvrir des œuvres, et surtout par une perspective féministe et intersectionnelle, c'est super intéressant, parce qu'il y avait plein de codes qui m'échappaient, par exemple des objets en guise de symboles que j'aurais pas pu moi-même interpréter si j'étais face à une toile toute seule. Donc ça va explorer comment la femme peut être perçue dans l'imaginaire et comment c'est retranscrit dans l'art. Par exemple le fait de voir la femme comme un animal domestique, la femme étant à l'origine du mal avec le délire avec Ève, les sorcières et tout, et la femme comme objet, comme trophée à devoir posséder, et donc les toiles, les peintures où elles sont enlevées, elles sont agressées, elles sont violées. On se rend compte de plein de choses. Déjà on se rend compte à quel point on sacralise en fait les artistes masculins quand on dit que ouais mais c'est l'art, c'est au-delà des pulsions qu'on pourrait prêter aux artistes masculins, parce qu'en fait ils savent ce qu'ils font, ils sont doués d'un certain génie qui nous est inégalable pour nous les femelles impuissantes. Constamment on lui prête à l'artiste masculin des motivations intellectuelles, alors qu'en fait sous couvert d'art ça va sexualiser la femme à outrance, ça va sexualiser des enfants. Enfin, je vois à quel point l'art c'est un prétexte pour les hommes pour nous imposer leur imaginaire, pour nous imposer leurs préjugés, des préjugés vraiment arbitraires au service de la domination masculine, de la domination patriarcale sur la société. Quand l'autrice elle en parle, bah, tu te rends compte à quel point ça persiste également dans notre conscience collective aujourd'hui. Il y a plein de choses, hein, même dans des affaires de maintenant où les femmes peuvent être considérées comme des manipulatrices. Et c'est cool parce que du coup on voit tout ça dans la réception des peintures et comment également ces peintures on peut être réalisées, parce que c'est à mettre dans un contexte historique, et donc l'autrice elle prend le temps de remettre en lien avec l'histoire, avec la société dans laquelle ont été réalisées ces peintures. Donc on voit comment les préjugés peuvent contaminer l'imaginaire pour permettre la réalisation de ces peintures. Et ce qui est cool, c'est qu'on a une approche féministe mais intersectionnelle. Donc elle va également aborder la domination coloniale, la domination des classes. Par exemple, il y a des parties où elle analyse l'approche orientaliste des peintures, de la représentation des femmes, ce que j'ai trouvé passionnant et hyper gerbant. Vraiment, il y avait des moments où j'étais en mode mais
c'est ouf. En fait c'est juste ouf qu'on ait laissé passer tout ça et que ça a été normalisé sous couvert de l'art, sous couvert du fait que c'est inaccessible pour le commun des mortels parce qu'on n'arrive pas à percevoir le génie, juste parce que ce sont des artistes masculins et les artistes féminins n'ont pas ce genre de privilège. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que parfois elles proposent des alternatives d'artistes féminins et donc on découvre leur histoire, on découvre comment elles représentent certains sujets par rapport aux hommes. Donc ça met en évidence les caractéristiques un peu du male gaze, du female gaze par rapport à ces sujets, et c'est super intéressant parce que donc, on a un élément de comparaison pour montrer à quel point c'était pas par exemple nécessaire de montrer les boobs de la femme dans telle ou telle situation parce qu'il n'y a aucun rapport et il y a ça sert à rien au niveau de l'art, au niveau de la sensibilité, au niveau du message. C'est vraiment mais trop bien, vraiment genre gros coup de cœur, mais vraiment j'ai annoté tellement de choses et donc je pense que maintenant quand j'irai dans des musées je serai peut-être plus alerte par rapport à ça, je me sentirai moins coupable de ne pas apprécier certaines peintures parce que j'avoue que j'avais également tendance à sacraliser, à vraiment mettre sur un piédestal les artistes, donc voilà, je pense que je serai plus vigilante, enfin j'étais déjà dans ce processus là notamment avec d'autres récits, d'autres essais féministes. Mais là, c'est vraiment une conscientisation plus concrète à l'appui de plusieurs exemples artistiques. Et voilà, c'est trop bien. Et je vais m'empresser de le finir. Voilà, j'ai trop parlé. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que ça a été intéressant. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire 1000 pages en un week-end, de vous fixer ce genre de challenge? Est-ce que je devrais faire ça de nouveau? Je pense que ouais, ça pourrait peut-être me faire du bien. En vrai, c'est super cool. En fait, j'avais peur que avec ce genre de challenge assez contraignant, je me force à lire des livres et du coup ça m'enlève du plaisir de lecture. Ça était un peu le cas avec le petit copain dans le sens où j'ai dû quand même me forcer à plusieurs moments, mais c'était cool de me forcer dans ce cas-là parce que si je me forçais pas, j'allais jamais le finir. En fait, j'allais le laisser dépérir sur un long laps de temps indéterminé. Heureusement que ce challenge m'a motivée pour en venir à bout. Donc ça a été quand même plutôt bénéfique et j'en suis contente. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles lectures tout aussi palpitantes. A bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!